comme si c'était l'esthète qui parlait. Mais la dernière scène du film, que je voudrais revoir avec vous, la dernière scène du film, comme la dernière scène du court-métrage de 67, montre Jürgen Lett se laissant lourdement tomber à terre de manière non naturelle, alors qu'une voix off dit « Voyez comme tombe l'homme parfait. Hein. C'est moi qui t'a fait trébucher, mais c'est bien il qui tombe dans la dernière scène du film. » On peut voir cette brève séquence. Jeg skal nok få ham på vingerne. Det tænkte du, Lars. Og så gav du dig til at dirigere og nedlagde forbud med hård hånd for at aflede, for at genholde mit panser. Le dernier jour de substitution, hein, ta mission pédagogique a échoué, c'est moi qui t'a fait trébucher, mais les derniers mots du film sont « Voyez comment tombe l'homme parfait ». On peut facilement reconnaître dans ces jeux de renversement et de déplacement de distance et d'énonciation une référence au dispositif textuel utilisé par un philosophe danois très, très connu, Kierkegaard, dans son livre le plus important, Intenel, Out, qui est écrit par des pseudonymes, qui pose justement le problème de qui est, où se trouve l'instance de l'énonciation. Mais de la même manière que Out, Intenel, le texte de Kierkegaard, est le texte qui organise les différents textes et les différentes voix qu'il contient, Five Abstractions est le film qui organise les différents films et le défi qu'il contient. Le défi est remporté par ce film grâce en particulier à sa grande complexité intermédiaire, donc apparemment par une instance poétique, esthétique, mais seulement en apparence, car pour l'emporter, cette instance a dû se faire trébucher elle-même et se subordonner à une instance éthique et testimoniale. De ce point de vue, je crois que Five Abstractions est quasiment un manifeste ou un protocole de ce que l'on doit attendre du cinéma à venir. Un travail semblable à un défi ou à une lutte au croisement du photographique et du digital, du poétique et de l'éthique, de la fiction et du témoignage. Et voilà, ça c'est ma fin des considérations spécifiques du film. Nous pouvons commencer à travailler sur ces problèmes. Peut-être pour lancer la discussion, il me semble que la question de l'esthétique, de la poésie, tu la poses à partir d'un constat qui vient de Benjamin, qui est un constat, qui est une analyse sur l'état de la création, le fait qu'au fond, ce que Benjamin appellerait le capital, enfin, la domination du marché s'est emparée du territoire, presque entièrement du territoire de la poésie. Et c'est donc, tu as dit plusieurs fois hier que ce territoire aujourd'hui c'est du marketing, de la publicité, et c'est ce constat qui est un constat d'une analyse politique de la situation actuelle pour Benjamin, encore plus extrême aujourd'hui, qui t'a amené à dire qu'il faut, d'une certaine façon,
attaquer, s'introduire dans ces territoires avec pour y découper la frontière de ces territoires. En tout cas, c'est très, enfin, je vois ça comme ça. C'est-à-dire la raison fondamentale pour laquelle c'est le cinéma ou les arts technologiques qui s'appuient sur des techniques de reproduction, c'est à elle d'abord qu'incombe la tâche du témoignage, c'est qu'il y a un antagoniste, un droit antagoniste. C'est comme ça que je vois les choses. Est-ce que je simplifie trop ton point de vue? Alors je suis d'accord avec cette analyse. La question de l'esthétique, du deuil de l'esthétique, j'aimerais qu'on la reprenne, surtout pour éviter qu'on fasse une confusion sur le discours, c'est-à-dire là il y a un problème d'analyse politique, mais ça ne suffit pas, ça ne suffira pas. Tu l'as dit plusieurs fois hier, que pour témoigner ou essayer de témoigner, il faut trouver l'effort pour le faire. Donc le film est un travail autour de cette recherche qui finalement échoue. Je voulais juste reprendre ces quelques termes, surtout le quatrième paradigme que tu as présenté pour lancer simplement la discussion. Il s'agit de distinguer entre la créativité en tant que telle qui, à partir de la révolution esthétique du XVIIIe siècle, s'est présentée comme une valeur en tant que telle. La créativité, c'est quelque chose comme l'élargissement, l'extension, le déploiement de l'expérience de l'homme, etc. D'où la définition de l'œuvre d'art, selon le premier paradigme que je vous ai exposé hier, comme représentation exemplairement manifestative de cette capacité de réorganiser, etc. Tout cela, à présent, a totalement reflué, passé, s'est déplacé dans le domaine du marketing. Je dis l'homme qui a pour le premier inventé quelque chose comme le franchising, c'était un grand artiste, le premier. Je dis quelquefois pour provoquer mon auditoire que l'œuvre d'art la plus importante que j'ai vue dans les dernières années, ça a été la transformation d'un circuit de vente en un parti politique. Ça c'est passé en Italie. C'est passé en Italie. Ce parti politique, c'est le parti qui gouverne maintenant l'Italie. Ça, c'est un acte parfaitement créatif. Alors, il s'agit non pas de condamner la créativité, ça serait fou, mais, tout comme nous le dit le film, je crois, de montrer des entrelacements textuaux à l'intérieur desquels la créativité démontre de pouvoir exercer sa fonction essentielle seulement en dépendance d'une autre instance. Je voudrais résumer deux questions d'hier, notamment une question sur la notion de l'acte de foi qui est propre au témoignage et qui pose, je pense, une question fondamentale quant à la responsabilité de l'auteur, c'est-à-dire ce que tu appelais l'instance morale et l'art centré. Je trouve ça très bien, cette image. L'art centré au nom et l'être en bas, dans l'affiche. C'est-à-dire que cette instance morale qui jugerait correctement ce qu'est à témoigner ou pas, ou comment on peut témoigner, est quand même un acte, des fois une décision. Et ça me semblait un peu être le sens de ta question hier, et je pense que ça mettait l'accent sur la question de l'auteur, de l'autorité.
et de comment cette autorité se justifie ou se met en... Comment on peut dire, s'adapte à ceux qui n'ont plus la voix. Donc, comment est-ce qu'elle peut recréer ces liens avec ceux qui n'ont plus la voix pour parler et qu'elle donc est censée interpréter. Mais la deuxième question qui m'a paru intéressante hier aussi et qui était à mon avis très pertinente était la question sur les moyens, c'est-à-dire que tu avais principalement parlé des films. Et donc, c'était un élève de première année qui posait la question sur qu'est-ce que adviennent des autres techniques face à cette question éthique. Et donc, tu avais justement répondu que cette question a aussi, évidemment, sa portée ne se limite pas au film, mais voilà. Or, quand tu insistes par contre sur la notion de film comme quelque chose qui serait censé être la trace, donc être l'empreinte d'une réalité, ou sa photosensibilité, disons, comme un côté de la tension du cinéma, je pense que la question est très juste. Mais il y a tout un autre aspect de l'objet d'art, au moins assez évident dans la deuxième après-guerre, donc dans la même époque, fortement influencé par la question de la Shoah, que l'art concret. Et dont Fluxus ou d'autres mouvements ont été très importants. C'est l'idée non pas d'être l'empreinte de quelque chose, mais d'être concrètement la chose. Et ce que, je crois, poserait tout à fait autrement cette même question. Et qui ouvre... La question des moyens, tu dis. Oui. Et donc la question du témoignage, qui ne serait plus l'empreinte de quelque chose qui a été, ne serait plus l'image, tu vois, les reflets de ce qui a pu être, mais qui donc serait concrètement la trace de quelque chose. Et bon, je pense très concrètement à Nam June Paik ou à Beuys ou à d'autres artistes qui, dans l'après-guerre, ont donc posé la question éthique et la question du témoignage, mais sont passés par des voies concrètes, et donc non pas des reproductions, mais bien des présences concrètes de quelque chose. Et je crois que la question d'hier soir, qui n'était peut-être pas tout à fait formulée dans ce sens-là, mais je pense qu'elle visait à cette question-là, au fond. Elle partait de cette constatation, de cette intuition. Et je pense que cela ouvre une question très intéressante sur la valeur des études par rapport à la nature concrète des éléments mis en jeu. Je suis totalement d'accord que la question des moyens et les artistes que tu as nommés ont pris en charge ce problème, avec une référence évidente à la question de la Shoah, etc. C'est un problème de responsabilité, mais pour ainsi dire, de mise en forme de la responsabilité, et de mise en forme de l'être responsable. Le témoignage n'est simplement la récupération, la réanimation d'une trace. C'est aussi quelque chose qui a à faire avec notre ambiance, notre environnement réel, concret, comme tu dis. Hein. Le cinéma, c'est, dans ce moment, je insiste sur ce point, particulièrement sensible à la situation actuelle, parce qu'il vit dans ces années, dans ce temps, la transition entre une forme de compréhension de l'image totalement dépendante de la trace à une forme qui peut s'en passer. Ça, c'est le problème. Et il m'a semblé qu'un film comme The Five Abstractions nous propose des solutions possibles. Il y en a d'autres, on peut faire des autres exemples. Des solutions possibles du point de vue de l'entrelacement des éléments avec lesquels je conclus, photographique, digital, poétique, éthique, fiction, témoignage. C'est, je crois, cet entrelacement, l'espace sur lequel on doit maintenant travailler, réfléchir de plus en plus avec urgence.
Est-ce que vous pouvez repréciser ce que vous entendez par éthique? Parce que même le marketing et l'industrie utilisent et exploitent l'éthique. Donc, est-ce que vous pouvez repréciser L'éthique, c'est reconnaître la hiérarchie des valeurs à partir du devoir. Je dois quelque chose. Mon être même, c'est quelque chose qui doit à un autre. Un autre m'a donné le langage. C'est une notion de dette. C'est une question de dette. Un autre m'a donné la vie, bien sûr, mais aussi le langage. Un autre est toujours advenu